Bonjour, nous sommes lundi 23 mars 2020. Je me propose de travailler avec vous, et cette vidéo est à destination des participants à la section clinique, à la propédeutique et aux conférences d'introduction à la psychanalyse qui ont lieu à Aix-en-Provence au titre ces 3 enseignements de l'année 2020. Je me propose donc de travailler, d'interroger assez simplement un binôme extrêmement classique, le b.a.-ba en quelque sorte, à savoir le binôme hallucination et structure du langage. Faire référence à la structure du langage, voire au trouble du langage, comme l'on dit, est essentiel à un moment précis de l'enseignement de Lacan, à savoir son séminaire 3, Les psychoses, rédigé en 1955-1956. Rédigé n'est peut-être pas le meilleur terme, il faudrait dire le séminaire dit devant des participants, des psychanalystes en formation et des collègues de Lacan. C'est donc le b.a.-ba. Et c'est comme ça du reste que Lacan le présente à la page 106 du séminaire 3, je cite dans l'édition grand format, où celui-ci écrit « Je suis assez scrupuleux en matière de diagnostic de psychose ». Cette simple formulation, pour nous, est une balise. Oui, il nous faut, comme Lacan l'était, et ô combien, être scrupuleux lorsque l'on pose un diagnostic de psychose. Et nous n'avons pas à reculer devant le fait de le poser. C'est comme cela que Lacan pose les choses, j'insiste, à ce moment de son enseignement dans ce séminaire du milieu des années 50. Mais être scrupuleux, être rigoureux pour poser un diagnostic et donc déterminer ensuite le traitement possible du psychotique nécessite d'avoir des repères pour produire ce diagnostic. Et Lacan nous dit qu'il y a un index absolument déterminant pour savoir si l'on a affaire à une psychose ou non. Je lis ce que Lacan dit dans cette leçon qui est du 18 janvier 1956, à savoir le moment où il est interpellé pour une présentation de malade dans un service hospitalier. Je me suis dérangé ici vendredi dernier pour voir une patiente qui a évidemment un comportement difficile, conflictuel avec son entourage. Je fais une incise. Lacan est donc appelé par l'équipe des psychiatres dans un service pour une malade difficile et qui probablement doit avoir un comportement conflictuel non seulement avec son entourage privé et familial, mais aussi avec l'entourage hospitalier. On peut le supposer, et l'hypothèse ne me semble pas inappropriée. Je poursuis, on me faisait venir en somme pour dire que c'était une psychose et non pas, comme il apparaissait au premier abord, une névrose obsessionnelle. Ainsi, on fait donc appel à Lacan pour y voir clair quant à la question du diagnostic. Je reviens au texte. Je me suis refusé à porter le diagnostic de psychose pour une raison décisive,
j'insiste sur cette expression pour une raison décisive, c'est qu'il n'y avait aucune de ces perturbations qui font l'objet de notre étude cette année et qui sont des troubles dans l'ordre du langage. Et il ajoute, voilà une balise essentielle pour tout clinicien, nous devons exiger, avant de porter le diagnostic de psychose, la présence de ces troubles. Vous avez un exemple connu de trouble du langage. C'est le néologisme, c'est-à-dire l'apparition d'un mot qui n'appartenait pas au lexique ou alors qui est pris dans un sens très singulier, même s'il était présent dans le lexique de la langue, et qui vient s'isoler dans une chaîne associative, se déconnecter des réseaux signifiants et qui est, comme dit Lacan, une sorte de plomb, une sorte de poids qui vient lester un filet, le filet du pêcheur par exemple, venant en quelque sorte illustrer le réseau du langage, toujours associatif, signifiant, c'est la grande découverte de Saussure dans son cours de linguistique générale prononcé à Genève en 1900, à savoir le signifiant est toujours articulé à d'autres signifiants. C'est la valeur du signe linguistique, comme s'exprimait Saussure. Et l'exemple au début du séminaire 3 est le mot employé par une patiente, à savoir galopiner, et qui apparaît un mot tout à fait incongru dans la suite signifiante et qui vient indiquer là où la dialectique se rompt. Le mot s'isole. Un autre exemple classique des troubles du langage, des troubles qui se manifestent dans le langage ou à partir du langage, c'est évidemment l'hallucination verbale par définition, même si ensuite son point d'impact n'est pas simplement verbal, mais qu'il peut toucher le corps, ce sont les hallucinations synesthésiques, l'odorat, les hallucinations liées à cet organe, et ainsi de suite. Donc, le binôme hallucination comme trouble du langage est donc articulable et articulé à la structure du langage, est un classique qui correspond à cette mise en garde de Lacan. Ne produisez pas à tout vent le diagnostic de psychose sur des manifestations multiples et variées. Vous avez une boussole, elle est unique. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas des troubles du langage chez le sujet que vous rencontrez? Et je voudrais reprendre la définition et l'usage que l'on peut faire dans la psychanalyse du terme d'hallucination. C'est donc un dialogue avec les concepts utilisés par la psychanalyse et avec les définitions spécifiques que Lacan en donne, mais c'est aussi un dialogue avec la psychiatrie, avec l'histoire de la psychiatrie, l'histoire des concepts de la psychiatrie classique, et également une façon de continuer à dialoguer avec la psychiatrie d'aujourd'hui, qui parfois, en rêvant des neurosciences, veut oublier l'histoire du trésor clinique et sa richesse. Pour preuve, dans le magazine M du quotidien Le Monde, numéro 444 de ce mois de mars 2020, vous avez un exemple à propos des voix, de ceux qui entendent des voix et qui se réunissent par exemple dans des groupes de parole pour tenter de les apaiser. Et on voit dans cet article, un article de journaliste, mais fait avec intelligence et respect,
combien et comment des sujets qui entendent des voix essayent de bricoler des aménagements pour que les voix qu'ils entendent soient moins persécutives, moins terribles, moins dramatiques. Et on voit en comparaison comment certaines études, certaines orientations dans la psychiatrie, pas toutes mais certaines, essayent de tirer les hallucinations du côté d'une explication venue soit d'un traumatisme sexuel dans l'enfance, accouplé, lié à des mécanismes relevant de la neurologie et que les neurosciences peuvent isoler. Donc, parler de l'hallucination, c'est aussi dialoguer avec la psychiatrie d'aujourd'hui. Et ce dialogue, même s'il est respectueux, nous permet d'éviter, me semble-t-il, un certain nombre d'errances cliniques. Comment construire donc ce binôme hallucination et structure du langage? L'hallucination comme trouble du langage et donc qui ne se saisit que rapporté à la structure du langage telle que Lacan alors l'a construit en référence à Saussure. C'est sa linguisterie comme il dira plus tard, mais en lui donnant une acception propre, en tordant les énoncés de Saussure au profit de la clinique elle-même. La clinique des psychoses isole ce moment, il suffit d'être allé dans un hôpital psychiatrique pour en faire l'expérience, ce moment donc où la réalité se met à parler toute seule, comme dans l'hallucination verbale justement. La place et la fonction de l'hallucination comme phénomène élémentaire dépendent d'une thèse que Lacan construit. Vous vous en souvenez, à partir de l'hallucination du doigt coupé repéré par Freud en 1918 dans le récit de l'homme au loup, et il la reprend dans son séminaire 3, cette référence, séminaire 3, consacré aux psychoses. La thèse dont je parle, Lacan la nomme ainsi. Le sujet psychotique, dit-il, ignore la langue qu'il parle. Et cette ignorance, nous pouvons l'interroger. Qu'est-ce qu'il ignore et quelle langue parle-t-il dont il ignore en quelque sorte comment elle parle? Pourquoi donc cette thèse de Lacan? C'est que le psychotique est un sujet, je reprends un terme spécifique de ce moment de l'enseignement, années 50, années 60. Ensuite, vous le savez, Lacan utilisera un autre terme, celui de par-l'être. Mais c'est une autre intervention, un autre cours, un autre moment de l'enseignement et de l'histoire des concepts. Donc, le psychotique est un sujet, et la psychose résulte comme structure d'une modalité de dire non, N-O-N, à la castration. C'est ce que Lacan déduit de sa lecture de Freud et des modalités de dire non à la castration qui ouvrent aux trois structures cliniques, la névrose, la perversion et évidemment la psychose, les trois structures cliniques freudiennes. Il y a dans la psychose un trou dans le symbolique, un défaut de symbolisation. Et pour dire ce trou, Lacan le dit en quelque sorte dans les termes de sa lecture de Freud. Il écrit une Béjaïung primordiale, une admission dans le sens du symbolique peut faire défaut. Et ce défaut traduit le mot de Verwerfung, qu'on trouve donc chez Freud
dans son texte sur l'homme au loup, et que Lacan, après avoir hésité tout le temps de son séminaire 3, traduit en conclusion de son année de travail par forclusion. C'est un terme qui a son origine notamment dans le discours du droit. C'est la forclusion du signifiant du nom nom du père symbolique, qui spécifie la psychose en tant que ce signifiant du nom du père, et le signifiant qui, dans l'autre grand A du langage, inscrit la loi avec un L majuscule. La loi du père, la loi de l'interdit, de l'inceste. Le refoulement, Verdrängung dit l'allemand, dans la névrose, est aussi une modalité de dire non à la castration. Mais la Bejahung primordiale est dans ce cas inscrite. Il y a un oui. L'inconscient inscrit le refoulé, insistant désormais à être. Il faut bien saisir. Et c'est une boussole clinique. Un signifiant refoulé et un signifiant forclos n'ont pas cliniquement le même statut. Refoulement et retour du refoulé sous la forme des formations de l'inconscient ou des symptômes qui tombent sur le sujet sont les deux faces d'un même processus. Comme dit Lacan, le refoulé est toujours là. C'est-à-dire qu'il ne disparaît pas. Différente est la forclusion. Ce qui est refusé dans le symbolique et donc ne s'y inscrit pas, ne laisse pas tranquille le sujet. Et il fait retour, non point dans le retour du refoulé, mais il fait retour dans le réel, entendre la réalité, hic et nunc. Autrement dit, je cite Lacan, toute assomption de la castration par un je JE est devenue impossible. Le forclos n'est plus articulé dans la réalité psychique. Comme le disait Freud, ce qui est rejeté revient de l'extérieur. C'est ainsi que on le traduit en français. Ce qui est rejeté revient de l'extérieur et non point de l'intérieur sous la forme du retour du refoulé, le symptôme, les formations de l'inconscient dont le rêve est la voie royale. Des prothèses imaginaires, plus ou moins stables, viennent recouvrir ce trou qui demeure et ne peut être supprimé, annulé, remplacé. Le trou demeure. Tel est le statut clinique de l'hallucination. Elle marque une réapparition dans le monde, au dehors, à l'extérieur. Elle marque donc la réapparition de ce qui a été forclos dans le symbolique. Structurellement, toute hallucination est verbale dans son ressort explicatif, c'est-à-dire qu'elle relève de la structure du langage lui-même, même si son point d'impact peut varier, comme je l'ai signalé tout à l'heure, audition, vision, olfaction, synesthésie, etc. Prenons l'exemple de l'hallucination dite auditive, et qui pour nous est verbale par structure, puisqu'elle relève dans sa manifestation de la structure du langage et est à penser comme un trouble dans le langage. Le sujet entend des voix. Elles peuvent être distinctes, elles peuvent être particularisées, singularisées.
Elles peuvent ne pas l'être. Les voix peuvent se réduire à des bruits, à des sons, à des désarticulations même de la syntaxe, du lexique, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le mécanisme classique de la projection permet d'en rendre compte, comme le croit toute une orientation en psychopathologie. C'est-à-dire, est-ce que la réalité au dehors, qui commence à bouger, à résonner de ces voix, de ces bruits, de ces sons, etc., n'est que le décor construit par ce qui est sorti du dedans, par projection justement. Ce qui est au dedans serait projeté à l'extérieur et se manifesterait à l'extérieur, et c'est pour ça que le sujet hallucinerait. La réponse est négative selon Lacan. Et il donne un exemple. Ainsi, il ne faut pas confondre la crise de jalousie dite projective, où l'amant attribue à son partenaire ses propres infidélités dont il est imaginairement coupable, et le délire de persécution qui se marque par des intuitions interprétatives dans le réel. Ainsi, ce sujet, une femme paranoïaque vue lors d'une présentation de malade par Lacan, et qui livre à Lacan le mot qu'elle a entendu de la bouche de l'amant de sa voisine dont elle se croit persécutée. Le mot « truie ». Autrement dit, dans l'escalier, elle rencontre un monsieur, l'amant de sa voisine qui, selon elle, la persécute, et au moment où il la croise, il lui aurait dit de sa bouche, avec ces mots, ces sons, « truie », qui est une insulte. Doit-on appliquer à cette hallucination, et ça pourrait être une piste, la fameuse thèse sur la communication intersubjective, où le sujet quelconque, reçoit son propre message de l'autre, grand A, sous une forme inversée. Si je dis à une femme « je suis ton homme », ce que je reçois de la façon dont elle va accueillir ou pas la formule va déterminer ma propre position. Je la positionne comme ma femme si je lui adresse que je suis son mari, et cela a quelques conséquences. On serait d'autant plus enclin à faire cette hypothèse, le sujet reçoit son propre message de l'autre sous une forme inversée, que la patiente, lors de la rencontre avec le malotru, lui aurait dit « je viens de chez le charcutier ». Et cet exemple, Lacan le traite au début de son séminaire 3. C'est un exemple en quelque sorte paradigmatique et célèbre de l'enseignement de Lacan. C'est pour ça que je ne le traiterai que de façon limitée, seulement pour arriver au point de la démonstration permettant le nouage de l'hallucination et du trouble du langage. Et Lacan nous dit, voilà l'erreur clinique à ne pas commettre. La psychose n'est pas la névrose, ni la perversion, et dans la première, justement, la psychose, le sujet ne reçoit pas de l'autre grand A son propre message. C'est-à-dire la dialectique intersubjective, où je reçois mon propre message de l'autre de façon inversée, n'opère pas.
puisque truie est une hallucination, c'est la réalité concrète qui parle. Ce mot fait retour dans le réel. Et c'est sa propre parole, la parole de la patiente, qui résonne dans cet autre petit tas, le semblable, la marionnette, le monsieur rencontré, cet autre petit tas qui est elle-même, son reflet dans son miroir, son semblable. Et l'autre, je reprends le terme que je viens d'employer, est réduit à une marionnette qui parle toute seule et qui résonne du message de la patiente elle-même. Je cite Lacan, et la formule est d'une extrême justesse, que la parole s'exprime dans le réel veut dire qu'elle s'exprime dans la marionnette. L'autre grand tas dont il s'agit dans cette situation n'est pas au-delà du partenaire, comme garant de la vérité. Il est au-delà du sujet lui-même. C'est la structure de l'allusion, si souvent constatable dans la psychose. Elle s'indique, la patiente, elle-même, dans un au-delà de ce qu'elle dit. Autrement dit, cette hallucination, le mot entendu, le mot truie, ne surgit pas par hasard. Le mot, avec sa sonorité, avec son intonation, avec sa dimension d'insulte, de stigmatisation de l'être de celui à qui on l'adresse. Le mot donc qui se manifeste dans la réalité extérieure a son poids. Je cite Lacan. Cet autre petit tas, le semblable, à qui elle parle, elle lui dit d'elle-même « Moi, la truie, je viens de chez le charcutier. Je suis déjà disjointe, corps morcelé, mains-bras disjecta, délirante, et mon monde s'en va en morceaux comme moi-même. » On voit l'importance de ces formulations. Voilà ce que signe l'hallucination truie pour la patiente elle-même. Elle ne lui dit pas « moi la truie, je viens de chez le charcutier », elle indique par cette hallucination ce qu'est et qu'elle ne sait pas sa propre position subjective, disjointe, corps morcelé, mains bras disjecta, délirante, dont le monde psychique, ne tient plus. D'où l'importance d'accorder un poids, un prix à l'hallucination et ne pas hésiter dans l'entretien avec le patient hospitalisé ou pas, l'attention à porter au moment où il va enfin avouer qu'il entend des voix. Et souvent, il ne veut pas parce qu'il craint qu'on se moque de lui, qu'on ne l'écoute pas, qu'on hausse les épaules, etc. Il faut donc une certaine forme de finesse, de doigté clinique, de présence auprès de lui pour qu'il fasse cet aveu. Et là, son monde s'ouvre. Il nous renseigne sur son monde, même s'il ne sait pas qu'il le fait. Il est toujours important de continuer à dialoguer avec la psychiatrie, la grande psychiatrie du trésor clinique, qui pour moi culmine avec l'œuvre encyclopédique d'Henriet dans les années 1950. Une autre distinction, chère à la psychiatrie, notamment d'orientation phénoménologique, pour penser l'hallucination, est la distinction du percipiens, d'un participe présent qu'on pourrait traduire en français par le percevant,
La distinction donc du percipiens ainsi entendu et du perceptum, qui est plutôt un participe passé et qui relèverait de ce qui est perçu, le résultat de la perception. Lacan récuse toutes les théories qui, à partir de ce binôme, prétendent penser la réalité. Et le texte clé, l'écrit clé de Lacan, pour voir se déployer cette critique de la psychiatrie d'orientation phénoménologique, le texte clé, c'est d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose et qu'il rédige après avoir tenu son séminaire. Le séminaire relève de l'œuvre orale, mise en forme par Jacques-Alain Miller, mais le texte, question préliminaire, est un écrit de Lacan. Je le cite dans l'article. Nous osons en effet mettre dans le même sac toutes les positions, qu'elles soient mécanistes ou dynamistes en la matière, que la genèse y soit de l'organisme ou du psychisme, et la structure de la désintégration ou du conflit, oui, toutes, si ingénieuses qu'elles se montrent. La phrase est importante parce que la critique radicale que construit Lacan n'est pas simplement adressée à la psychiatrie phénoménologique, même si elle s'est particulièrement intéressée au binôme percipiens-perceptum, mais à toute la psychiatrie, quelle que soit l'orientation pour laquelle elle opte, y compris la référence à la causalité organique ou à la causalité psychique. En effet, je commente Lacan, l'hallucination, dit-on, et c'est répété jusqu'à plus soif, est un perceptum sans objet, un perçu sans objet. C'est ce qu'on y lit. On dit parfois une perception sans objet dans la réalité. J'hallucine le m'autrui, mais il n'y a pas un appareil de reproduction sonore qui a produit artificiellement par la mécanique le m'autrui. Toute une tradition psychopathologique, j'insiste, légitimée parfois dans des termes remarquables par la phénoménologie, prétend demander au percipiens, le percevant, raison de son perceptum, le perçu. Et on convoque le sujet de la perception pour expliquer l'importance, justement, de ce qui est perçu. Il y a à pratiquer ainsi une évidence empirique. La clinique, en quelque sorte, s'imposerait, elle devrait ainsi procéder. En effet, le percipiens se tiendrait au niveau de la réalité concrète, il se trouve impliqué dans le perceptum et il saisit la réalité à partir d'un appareillage des sens qu'on appelle le sensorium. La rencontre de ce percipiens ainsi conçu et de la réalité constituant le perceptum. Ça paraît l'évidence même, une sorte de description mécanique à trois termes, percipien, perceptum et l'appareil des sens, le sensorium, et ça produirait ce qu'on observe pour arriver à l'affirmation de l'hallucination comme une perception sans objet. Lacan prend le contre-pied de cette thèse. Le perceptum, dit-il, a une structure qui lui est propre. Il est structuré par le langage. Je vous demande de faire attention à cette formule. Le perceptum, c'est-à-dire ce qui est perçu, est structuré par le langage lui-même.
le fait que nous soyons des êtres parlants baignant dans un bain de langage, produit ceci, que ce que nous percevons sous la forme du perçu est structuré par le langage lui-même. Il s'agit cliniquement dans l'hallucination de demander raison au perceptum lui-même et d'accorder une dimension de vérité au sujet qui, dans ses dits, parfois non sans drame et non sans horreur, témoigne de son perceptum, notamment que la réalité parle toute seule dans le cadre de l'hallucination verbale. Que le perceptum soit ordonné par le signifiant se vérifie par exemple dans ces moments subjectifs d'entrée dans la schizophrénie où le sujet témoigne du monde qui se retire, s'éloigne et se désinvestit au point même où son corps lui devient énigme et où son sentiment de vie est envahi d'une perplexité. Le président Schreiber, le grand paranoïaque, parlera par exemple de ce moment où le monde a disparu et s'est vidé de toute présence humaine, ses semblables étant réduits à des hommes bâclés à la 6-4-2. Mais, j'insiste, le moment d'entrée dans la psychose, notamment dans la schizophrénie, offre une vérification de la thèse de Lacan. On ne comprend pas autrement comment le monde pourrait se déréaliser, les couleurs devenant plutôt grises, les sons s'éloignant, la vie se retirant, si on ne fait pas l'hypothèse que le perceptum lui-même est structuré par le langage, et que si le langage fout le camp, en quelque sorte, le monde part avec. Il y a un très beau texte d'Antonin Artaud que j'ai commenté dans d'autres circonstances, où il dit que le langage est parti, il date même 1936, dans un texte écrit 10 ans après, et il repère, il nomme les conséquences du fait que le langage est parti, qu'il a foutu le camp, et le monde entier dans lequel était présent Antonin Artaud s'effondre et il sera obligé de tenter de le reconstruire comme il peut. Donc accorder un prix, un poids, une attention très vive au témoignage de l'halluciné, c'est affirmer la présence d'un sujet relatif à ce percepteur. Il y a en effet une primarité logique du perceptum qui n'est rien d'autre que la primarité du signifiant d'où procède le sujet. Il y a d'abord l'autre du langage, et c'est par rapport à cet autre du langage que le sujet peut se constituer. Il y a un autre préalable. Il y a d'abord l'autre, grand A, j'insiste, puis le sujet, j'insiste d'autant plus que l'enseignement de Lacan dans ces années 50-60 ne cesse d'insister, ligne après ligne, sur cette thèse. Dans une telle optique, c'est celle que nous reprenons de la bouche de Lacan, dans une telle optique, le clinicien ne met plus en cause le perceptum. Il lui reconnaît une objectivité tissée dans le témoignage du psychotique. Poser la primarité du perceptum structuré par le signifiant implique, logiquement et cliniquement, que le sujet du percipiens n'est plus une unité autonome et stable, réduite à l'appareil de fonctionnement du sensorium. Un sujet invariable, figé, toujours identique à lui-même, et, nous dit Lacan, un préjugé aux implications cliniques fausses. Le sujet percevant se trouve subverti. Il est sujet divisé, refendu,
et il subit les effets signifiants de la structure du perceptum. La conséquence est que l'hallucination n'est pas un mirage, une illusion, ni une perception sans objet, comme une pensée courte et empiriste ne cesse, je l'ai déjà dit, de leur apporter. Sont par contre à repérer les effets subjectifs qu'elle produit pour le psychotique. Et c'est l'enjeu des entretiens. C'est l'enjeu de l'interrogatoire dans la présentation de malade. C'est l'enjeu des entretiens et bien sûr, c'est l'enjeu des séances renouvelées lorsque le psychotique s'adresse à un psychanalyste pour une cure. L'hallucination truie dont Lacan parle à propos de cette dame produit ces effets subjectifs où la patiente se désigne allusivement, je le rappelle, comme membra digecta, comme folle, comme son monde en morceaux. Et le monde n'est en morceaux que parce que l'autre de la loi n'est plus inclus dans l'autre du langage. L'hallucination truie a donc ce poids, cette valeur. Le sujet n'est plus l'instance qui réalise, ce qu'on appelle la normalité ailleurs, notamment dans la psychologie soumise aux impératifs de la normalisation de la vie psychique, donc l'instance qui réalise la normalité ou pas, la folie, ce sujet-là, n'est plus une synthèse de la perception qui serait cohérente ou incohérente. Cohérente, névrose, incohérente, psychose. Ce sujet-là est devenu, oui, sujet de l'inconscient, y compris dans la psychose, et si nous affirmons il y a un sujet dans la psychose, ça veut dire qu'il y a un sujet de l'inconscient dans la psychose. Non superposable à lui-même, divisé par la parole qu'il énonce, s'il est névrosé, ou qui lui vient dans la réalité comme hallucination, s'il est psychotique, et qui résonne dans l'autre petit a, comme dans une marionnette. Ici, me semble-t-il, et comme j'ai essayé modestement de vous le faire entendre, se situe pour le clinicien orienté par la psychanalyse, Freud et Lacan, ici se situe l'enjeu d'une clinique du sujet halluciné. Certains pourraient poser la question: est-ce que la phrase de Lacan que j'ai lue au tout début et qui a servi de balise pour cette histoire du concept, brève histoire du concept d'hallucination chez Lacan, est-ce que cette phrase que j'avais lue et que je répète, nous devons exiger avant de porter le diagnostic de psychose la présence de ces troubles du langage, est-ce que cette affirmation, c'est le tout de l'approche de Lacan? Elle est parfaitement pertinente, par exemple, dans le séminaire 3 et dans les séminaires qui suivent, ou qui précèdent et qui permettent donc de lire rétroactivement les références que Lacan fait aux psychoses. Néanmoins, il faut savoir, même si ça ne sera pas l'exposé d'aujourd'hui, il faudra que j'y revienne dans une autre vidéo, c'est qu'à la fin de l'enseignement, Lacan, vous le savez, ne maintient plus le nom du Père au singulier. Il le pluralise, des noms du Père. Et il parlera de forclusion généralisée. Et Miller pourra dire dans un article important, tout le monde délire. Il a repris une phrase de Lacan et dont il tire des conséquences. Il existe, et il a fallu un certain temps pour que nous le repérions, pour que nous construisions cette affaire, des psychoses qui se présentent
sans trouble du langage, au sens où nous l'avons employé dans le séminaire 3, et dont l'hallucination est un paradigme, avec évidemment le néologisme, et évidemment, mais là c'est une clinique plus connue, le délire lui-même. Il existe des psychoses où il n'y a pas de délire, il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas de néologisme, etc. Et où malgré tout on peut faire le diagnostic de psychose. C'est ce que l'on a appelé les psychoses ordinaires. J'y reviendrai une autre fois. Mais il faut bien savoir que cette thèse de la psychose ordinaire n'annule absolument pas les thèses sur les psychoses formulées dans le séminaire 3, que le Lacan 2 n'annule pas le Lacan 1, mais que le Lacan 2 doit être pensé et articulé avec le Lacan 1, et les deux constituent des boussoles. Pas tout à fait les mêmes, mais indispensables l'une et l'autre. Autrement dit, je maintiens que dans le séminaire 3 et dans les années qui suivent, la thèse clé de Lacan à propos du diagnostic de psychose à poser parce qu'autrement on ne sait pas produire, inventer, orienter un traitement pour les patients hospitalisés, eh bien celle-ci, nous devons exiger, avant de porter le diagnostic de psychose, la présence de ces troubles du langage. Ces troubles dans l'ordre du langage, et la référence à l'ordre est importante puisque le langage est un ordre symbolique et non point un fatras rassemblant des éléments dépareillés. Donc, vous voyez l'enjeu d'une clinique du sujet halluciné. Boussole pour la clinique la plus quotidienne à l'hôpital, dans le dispensaire ou dans le cabinet. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.